Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin pour ce premier grand direct en commun, table ronde organisée par Île-de-France en commun, retransmise sur différents réseaux sociaux. Merci à vous toutes et tous qui êtes donc derrière vos écrans et bienvenue. Alors que cette semaine a été marquée par l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris pour le climat et que de nombreux événements, conférences, rencontres se sont tenus, il s'agit ce matin de revenir sur cet accord historique, sur son bilan et de discuter ensemble du défi qui reste devant nous. Pour cela, nous avons la chance d'avoir des invités de très grande qualité. Audrey Pulvar, fondatrice du mouvement Île-de-France en commun, ancienne présidente de la Fondation Nicolas Hulot, militante écoféministe, adjointe à la maire de Paris, en charge de l'agriculture et de l'alimentation durable. Anne Hidalgo, maire de Paris et ancienne présidente du réseau de villes engagées pour le climat, le C40, et récemment reconnue par le très célèbre classement des 100 leaders les plus influents de Time Magazine, comme étant une des leaders, et notamment sur les questions du climat, comme étant une des leaders les plus importantes. Anne Hidalgo qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Carole Delga, qui est présente avec nous en ligne à distance, qui est donc présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée depuis 2016 et qui est ancienne secrétaire d'État déléguée au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire. Jean Jouzel, bonjour, un des plus grands climatologues et glaciologues français, ancien vice-président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, autrement dit le GIEC, avec lequel vous vous êtes vu discerner le prix Nobel de la paix en 2007. Vous êtes également président de l'association Météo et Climat, membre de l'Académie des sciences et actuellement membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, entre autres. Et donc Gaël Giraud, qui est également avec nous à distance. Vous êtes économiste, ancien chef économiste de l'Agence française du développement, l'AFD. Vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS et vous avez beaucoup écrit et publié sur la question d'un nouveau modèle économique pour la transition écologique. Nous y reviendrons. Emmanuel Cos, bonjour. Vous étiez la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts durant la COP21, ancienne ministre du Logement également, et vous êtes aujourd'hui élu d'opposition à la région Île-de-France et depuis peu présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Nati Tran, vous êtes donc effectivement engagée dans l'association L'Accordé qui œuvre pour la diversité sociale et l'égalité des chances. Vous êtes actuellement en train de terminer une formation pour intégrer l'équipe dirigeante d'un établissement de santé et vous êtes depuis juin élu municipal à La Courneuve où vous résidez. Je propose ce matin, nous allons nous poser la question de comment bâtir une région Île-de-France responsable face aux défis climatiques, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est l'occasion d'aborder le bilan de cet accord de Paris, 5 ans plus tard. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Est-ce que les prescriptions ont été suffisantes ? Comment les différents acteurs s'en sont saisis ? Et alors que l'objectif des 2 degrés semble malheureusement encore loin, comment accélérer la marche ? Sur ce front, nous l'avons vu, ces dernières années, les villes, mais aussi les régions, ont été des acteurs clés, dérogeant aux prédications étatiques, menant la bataille, des batailles centrales, par exemple, évidemment la pollution de l'air, la qualité de l'air, l'adaptation des espaces urbains au changement climatique, la réduction des inégalités et l'accueil des réfugiés qui, malheureusement, au fil des crises, risquent de se multiplier. Face à cette urgence, et alors que nous connaissons une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, comment garder le cap ? Comment lutter contre le réchauffement climatique tout en luttant contre les inégalités et voir comment faire de la transition écologique l'opportunité d'un nouveau souffle économique et social ? Pour cela, peut-être on peut commencer, Jean Jouzel, par un retour en arrière sur la COP21, ce grand moment il y a 5 ans. De quels espoirs était-ce porteur à cette époque, à ce moment-là ? Comment l'avez-vous vécu ? Je l'ai vécu d'abord de façon, bonjour à tous et à toutes, bonjour. De façon extrêmement chaleureuse. J'étais au premier rang lorsque Laurent Fabius a utilisé son petit marteau. Donc c'est vrai que c'est un souvenir vraiment. C'était un peu long tout l'après-midi. Voilà. Donc par rapport à cet accord de Paris, nous avions beaucoup d'enthousiasme à l'époque. Je pense que le succès de l'accord de Paris, c'est son universalité, c'est-à-dire le fait que tous les pays se soient engagés dans l'accord de Paris. Effectivement, depuis 4 ans, cette universalité a été un peu rayée
par un tweet de Donald Trump, mais nous pouvons saluer quand même le retour prochain des États-Unis dans cet accord de Paris. Mais c'est vrai que ça a nui quand même à son dynamisme. Disons là, certains pays ont officieusement quitté l'accord de Paris. On peut parler du Brésil, de l'Australie, bien sûr. Donc, sur l'accord de Paris, d'abord, je voudrais dire une chose par rapport aux jeunes. Les objectifs de l'accord de Paris, j'y adhère pleinement. Les objectifs, c'est simplement que nous prenions des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent, dans la seconde partie de ce siècle, s'adapter au réchauffement climatique. Donc, qu'il n'ait pas trop de problèmes. Le réchauffement est inéluctable, mais si nous réussissons à le limiter à 1 degré supplémentaire, si possible 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui pourront s'y adapter pour l'essentiel. C'est ça l'objectif et j'y adhère pleinement. En face de cet objectif, il y a des engagements. Alors, on peut d'abord les prendre au niveau international, des engagements qui sont sur la table, qui ne vont prendre effet qu'à partir de janvier prochain. La période de l'accord de Paris, c'est 2021-2030. Donc, que s'est-il passé depuis 5 ans? C'est intéressant de regarder. Alors, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, qui sont quand même à l'origine de ce phénomène, disons qu'on peut expliquer l'ensemble du réchauffement climatique des 70 dernières années par nos activités, eh bien, ça a continué à augmenter de l'ordre de 5% depuis 2015. C'est trop. Disons, il n'y a pas eu un réel effort d'inflexion de cette courbe d'émissions dont nous disons depuis 15 ans au moins que 2020 serait l'année charnière, qu'il faudrait absolument qu'à partir de 2020, eh bien, les émissions redescendent. Les chiffres sont là maintenant. Ces émissions, pour avoir des chances de rester sur une trajectoire d'1,5 degré, devraient diminuer de 7% par an à l'échelle planétaire. Alors c'est un peu différent à l'échelle européenne, à l'échelle française. Prenons l'échelle française pour ne pas être trop long. Eh bien, ces émissions devraient diminuer d'au moins 3% par an entre 2020 et 2030. Et elles ne diminuent pour le moment que de 1%. Il faut effectivement que la France accélère, que l'Europe accélère, et on peut saluer quand même, disons, l'annonce, en tout cas, faite hier ou avant-hier, d'un effort supplémentaire de l'Europe avec un objectif à moins 55% à horizon 2030. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Bonjour, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Merci d'être avec nous. Nous étions justement en train de parler des conséquences et en tout cas du bilan que nous pouvions tirer de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que peut-être vous voulez nous en dire un mot? Quel est le bilan aujourd'hui que vous tirez de ce temps fort et historique? Bien sûr. D'abord, un temps fort et historique où on avait à l'Hôtel de Ville réuni 1000 maires du monde entier pour essayer de mettre un coin dans la porte d'une négociation dans laquelle les pouvoirs locaux n'étaient pas vraiment invités. Et en fait, les maires sont arrivés avec des propositions très concrètes. Il faut savoir que pour traduire des objectifs historiques, ambitieux comme ceux de l'accord de Paris en actes, en réel, les transformer dans le monde réel et donc produire des effets, il faut que ça passe par des endroits où on est dans le monde réel. Et les villes sont dans le monde réel. Et en plus, avec une responsabilité particulière qui est que les villes émettent 70% des gaz à effet de serre de ce qui est émis sur la planète et que l'essentiel de la population mondiale vit déjà aujourd'hui dans les villes et c'est un phénomène qui s'accélère. Donc, cet accord historique, il nous a permis, bien sûr, d'avoir un cadre juridique qui d'ailleurs est contraignant, même si, voilà, certains ont voulu essayer de dire que ce n'était pas un cadre contraignant. Moi, je crois beaucoup à l'avancée de ces grandes causes, et c'est la cause du siècle, la cause climatique, par le droit et par la réalité, par les sociétés civiles, par les acteurs qui sont en prise directe avec les réalités. Donc le bilan de cet accord sur le climat, d'abord, il a vraiment plus que le mérite d'exister. Il a pu aussi être maintenu malgré le départ de Trump de l'accord de Paris grâce à la coalition des maires nord-américains et d'un certain nombre aussi de grands acteurs économiques. Je pense bien sûr à Michael Bloomberg qui ont maintenu cet accord bien sûr avec un niveau moindre puisqu'ils ont relancé les énergies fossiles à l'époque de façon très
très importante. Mais en tous les cas, cet accord de Paris, il a aujourd'hui des acteurs qui sont très engagés. Et bien sûr qu'on est tous soucieux et inquiets parce que le mur est là devant nous, parce que les jeunes générations, à juste titre, nous disent on ne va pas vivre dans ce monde-là, on ne peut pas se projeter dans ce monde si l'accord de Paris n'est pas réalisé, parce que la question de la vivabilité de ce monde est quand même posée. Et donc, nous sommes aujourd'hui face à l'urgence, mais avec la certitude que quand il y a de la volonté politique, que cette volonté politique, cette mobilisation citoyenne et aussi l'évolution de la science, des techniques qui permettent d'être quand même au rendez-vous. Donc il faut absolument, c'est pas être optimiste ou pas optimiste, parce que la situation est quand même très très grave, mais il faut être extrêmement déterminé. Et ça, on l'a vu à Paris. Si on n'avait pas été déterminé, on n'aurait pas pu avancer sur un sujet crucial qui est notamment la question de la pollution de l'air, qui faisait partie d'ailleurs des objectifs de l'accord de Paris. Merci beaucoup, merci pour ces éléments. Jean Jouzel, du coup, vous avez tous les deux mentionné le départ de certains pays qui sont désengagés de l'accord. Est-ce que le retour des États-Unis, aujourd'hui, marque un événement décisif ? Oui, c'est un événement décisif, d'autant plus que Joe Biden devrait annoncer l'objectif de neutralité carbone pour les États-Unis en 2050. C'est quand même l'objectif à long terme, d'ailleurs, qu'ont annoncé l'Europe, la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande aussi, mais le Canada, d'autres pays. Il y a 80 pays, je crois, d'autres pays moins émetteurs. Mais la Chine à 2060. Donc, quand on regarde sur ce long terme, il y a et Anne Hidalgo a raison, on a réaffirmé les objectifs à long terme de l'accord de Paris. La difficulté, c'est que disons que ces objectifs à long terme soient respectés, il faut agir tout de suite. C'est ça la difficulté. Les 10 prochaines années vont être essentielles. On peut toujours parler d'objectifs à long terme, mais les 10 prochaines années sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, que ce soit au niveau planétaire, j'ai donné quelques chiffres, 7% par an, mais surtout, même au niveau français, au niveau européen, on a quand même du retard. On redit toujours ce chiffre, il faudrait multiplier par 3 les engagements de l'ensemble des pays pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. C'est énorme, et maintenant on est au pied du mur, et il faut le faire aussi de façon extrêmement rapide. Il ne faut pas toujours décaler ce qui est pour moi la priorité de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'adaptation par rapport à d'autres priorités qui sont bien là. Mais il ne faut pas dire à chaque fois le climat, nous y penserons l'année prochaine ou la prochaine décennie. C'est maintenant qu'il faut y penser. Tout à fait, et nous l'avons vu, certains États, là, du fait du contexte de crise, ont d'ailleurs commencé à évoquer cette possibilité, et c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Je vais m'adresser du coup à Gaëlle Giraud, qui est avec nous à distance. Pensez-vous donc que nous sommes... Pardon, on l'a pas encore... Alors, très bien. Donc, je vais peut-être effectivement vous demander du coup sur les réseaux. Donc, justement, vous avez été présidente du réseau des villes engagées pour le climat pendant un certain temps, le C40. Est-ce que justement c'est à cette échelle que vous avez pu mettre en œuvre des actions concrètes, faire un partage d'expérience? Comment est-ce que ça s'est manifesté justement cette lutte un peu contre différentes formes d'État où vous n'aviez pas forcément les clés, quoi? D'abord, oui, j'ai eu l'honneur de présider pendant 3 ans, de 2016 à 2019, le C40 qui regroupe les 100 plus grandes métropoles mondiales sur tous les continents. Et en fait, l'engagement qu'on avait pris dès l'accord de Paris nous a permis ensemble d'avancer. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que tous les maires vont à peu près dans le même sens. Ça, c'est quand même une belle leçon aussi. Et nous avons tous déployé des plans qui étaient des plans beaucoup d'adaptation d'ailleurs, parce que dans l'accord de Paris, l'idée qu'on devait adapter, même si on combattait le réchauffement climatique, il fallait quand même adapter nos territoires à cette évolution des températures. On a tous avancé sur les questions de mobilité, prôner des mobilités actives, marche à pied, vélo et bien sûr transport en commun pour en privilégier
privilégié sur la voiture. On a tous eu des programmes, et Paris l'a fait, sur la construction, et notamment, je pense qu'on a joué un rôle moteur, les villes, auprès du secteur du bâtiment, de la construction et des travaux publics, qui s'est adapté parce qu'on a imposé un certain nombre de conditions, notamment dans l'usage des matériaux, dans le recyclage ou même dans la gestion des chantiers. On a tous avancé sur la question de la nature dans nos villes, de la place de la biodiversité, en réservant des espaces de pleine terre et en portant l'agriculture urbaine, chère Audrey. On a vraiment tous fait à peu près les mêmes choses avec des intensités différentes. On a tous été confrontés à des oppositions extrêmement violentes, de gens qui nous disaient « pas maintenant, il faut attendre, tout ça, c'est des stratégies anti-voiture, etc., etc. », réduisant d'ailleurs, y compris la portée de l'accord de Paris en disant cela. Donc on s'est tous confrontés à ça sur tous les continents, tous les maires, et en fait notre coalition nous a permis aussi de nous entraider. C'est-à-dire que quand un maire, ça m'est arrivé, était très attaqué sur, par exemple, les questions de mobilité, les autres maires des autres continents, des autres grandes villes venaient au secours en disant « mais en fait, on fait pareil ». Et on fait pareil, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Et il faut qu'on aille vers ce zéro carbone, il faut qu'on aille vers cette orientation. Donc, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, enfin, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais je pense que cette échelle locale, cette échelle territoriale est le grand impensé à la fois de l'Europe, mais aussi de nos gouvernements nationaux et bien sûr le nôtre ici. Vous pouvez entendre plein de discours sur l'environnement, la COP21, etc., sur les acteurs de la société civile, sur le monde économique, et puis les collectivités, les maires qui sont quand même à la tête de ces espaces démocratiques, des lieux qui peuvent justement faire converger les citoyens, les acteurs économiques, les scientifiques et les responsables publics. Nous ne sommes pas dans le logiciel. Et ça, c'est un énorme problème, parce que si nous ne sommes pas dans le logiciel, il ne se passera rien concrètement. Mais alors vraiment rien. C'est-à-dire pour que les milliards d'euros du plan de relance européen arrivent à produire un effet sur la réalité, c'est-à-dire bougent de façon assez radicale nos modes de déplacement, nos modes de construction, notre alimentation, pour que cela se traduise de façon effective, il faut qu'il y ait des points de contact avec cette réalité. Et les points de contact sont les entreprises, la société civile et les collectivités, les maires, les régions. Et là, pour l'instant, c'est totalement impensé. Donc je pense que c'est devant nous, c'est urgent, puisque le plan de relance et les objectifs annoncés par l'Union européenne sont très importants, mais ça ne produira aucun effet si les acteurs locaux ne sont pas dans le film. Absolument. Audrey, je crois que vous vouliez réagir. Oui, j'avais une question à tous les deux, à Jean et à Anne. Je sais qu'il y a un sujet sur lequel on est tous d'accord ici. Et nous sommes cernés par la jeunesse, entre Nati et Lily, qui sont, évidemment, c'est la génération climat. Mais on parle beaucoup, effectivement, de l'impact sur la jeunesse, de notre responsabilité à l'égard de la jeunesse. On a aussi une responsabilité en matière de justice sociale. Parce que je sais qu'on est tous d'accord sur le fait que le réchauffement climatique, c'est avant tout une question d'inégalité. Oui, il est clair que le réchauffement climatique, une de ses conséquences, si on ne les prend pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités. Je m'y suis intéressé dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental. On parle alors de justice climatique, ou plutôt d'injustice climatique, et vraiment, il serait important que nous inscrivions comme objectif que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. Ne soyons pas trop peut-être ambitieux, ça serait bien de réduire, ce serait pour beaucoup d'autres raisons très bien de réduire les inégalités, mais disons, ne pas les accentuer serait déjà un pas important. On peut citer un exemple pour une métropole, pour Paris.
il est clair qu'une vague de chaleur, eh bien, il y a ceux qui peuvent quitter Paris tranquillement, aller autre part. J'ai passé mes vacances en Bretagne, d'autres qui ne le peuvent simplement pas. Donc il n'y a pas d'égalité. Disons, ce sont les couches les plus pauvres, enfin les revenus les plus faibles, les gens dans certains habitats, on voit bien cette difficulté. Donc c'est au cœur d'une politique, et ce lien entre... On ne peut pas dissocier tous ces problèmes environnementaux au sens large des problèmes économiques, bien sûr, sociétaux, et aussi culturels très souvent d'ailleurs. Anne, sur la justice sociale. C'est très clair. C'est vrai que là aussi, partout sur la planète, les populations les plus fragiles, au regard du risque climatique, sont les plus pauvres. Les femmes, d'ailleurs, les enfants aussi. Et on voit bien que ce sont eux qui payent le plus lourd tribut. Et même chez nous, y compris, ce que vient de dire Jean Jouzel est très juste, on n'est pas tous égaux face aussi aux désastres climatiques auxquels nous assistons. Et donc, il faut que les politiques publiques, et là il y a un rôle essentiel des politiques publiques, intègrent en permanence cette donnée-là. C'est-à-dire, quand, par exemple, on nous a fait le reproche à Paris de faire une politique pour les mobilités actives et pour les transports en commun, en nous disant ça va être contre finalement les plus pauvres qui viendraient en voiture depuis la banlieue jusqu'au cœur de Paris. En fait, c'est totalement faux. On sait très bien que aujourd'hui, ceux qui utilisent les transports en commun, d'abord c'est bien que ce soit universel, qu'il y ait des cadres sup et des ouvriers, mais on sait que c'est quand même le moyen le plus économique de se déplacer, même s'il faut aller vers la gratuité. Et là, je sais qu'il y a un très beau projet que je partage avec Audrey. Mais vraiment, le fait de passer au vélo, qui est aussi un mode de transport assez universel aujourd'hui à Paris, avec toutes les générations, et peu coûteux. Et peu coûteux, c'est aussi quelque chose qui, en fait, ne se fait pas contre le pouvoir d'achat. Bien au contraire, c'est conjuguer la qualité de vie, la santé, parce que les questions environnementales, elles sont au cœur des questions de santé et de santé publique, et aussi de pouvoir d'achat. Mais je pense que pour arriver à créer les conditions, je vais utiliser ce terme de consensus, c'est-à-dire de mobilisation sur un même objectif accepté par des citoyens de différentes catégories, par les milieux économiques, etc., il faut que ça se passe à des échelles où ce dialogue est possible. Et ces échelles-là, pour moi, elles sont vraiment, pour beaucoup, dans les communes, dans les régions, dans les départements, dans les collectivités territoriales. Nous sommes des acteurs, justement, de cette pédagogie, de cette mobilisation, de cette mutation profonde de la société, et on doit pouvoir jouer un rôle dans les 10 années qui viennent qui sont cruciales. Et du coup, en parlant de région, effectivement, peut-être que je peux vous passer la parole sur ce point. Bien sûr. Alors déjà, je voudrais dire, pour aller dans la suite de ce que vient de dire Anne, c'est que faut pas croire qu'on fera une justice climatique sans une justice sociale. C'est impossible. Et surtout, celles et ceux qui sont déjà en difficulté face aux inégalités ne pourront pas s'adapter. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier les deux. Parce que celles et ceux qui ont les moyens, et c'est pareil pour les États, eux, ils peuvent toujours s'adapter. Ils peuvent toujours faire face quand même à une évolution. Mais tous ceux qui subissent déjà les effets du dérèglement climatique, la pollution de l'air, on sait par exemple qu'en Île-de-France, les points noirs de la pollution de l'air, c'est là où il y a l'habitat le plus dégradé et souvent dans des endroits très désagréables à vivre. Et donc, la question de l'adaptation, elle est essentielle. Et c'est pour ça que dissocier les deux combats, c'est en fait faire une erreur totale sur justement les enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, pour parler des territoires, il faut quand même rappeler, Anne et Jean l'ont dit, mais il y a eu une grande bataille il y a 10 ans, je m'excuse de revenir un peu en arrière, mais dans les COP, on s'est battu pour que les gouvernements locaux soient signataires de l'accord. Et c'est ça qui a changé la donne. Dans l'accord de 2015, les gouvernements locaux, donc en fait les territoires que Anne notamment a représentés avec le C40, étaient partie prenante de la discussion. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'ils continuent à être des acteurs majeurs de la transition, alors que, par exemple, notre gouvernement, aujourd'hui français, a beaucoup de mal à s'appuyer sur eux, que ce soit pour la crise climatique ou pour la crise sanitaire que nous connaissons. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadée, et c'est ce qu'on veut faire évidemment avec Audrey, mais la région,
en particulier la région Île-de-France, mais les régions sont des territoires majeurs pour justement emmener cette transition. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans un espace, dans un territoire suffisamment grand pour que nos politiques aient un impact. Les transports. Changer les transports à l'échelle d'une commune et d'une ville, c'est une chose. Les changer à l'échelle d'une région de 12 millions d'habitants, dont 6 millions d'habitants prennent les transports collectifs tous les jours. Ça veut dire qu'on a un francilien sur 2, sans compter ceux qui habitent dans les régions autour, qui ont besoin qu'on leur apporte des réponses sur ces sujets-là. La région, elle va aussi permettre, évidemment, de regarder une planification et surtout d'accompagner. Parce qu'on a des tas d'initiatives locales, qu'elles soient issues des communes, qu'elles soient issues de collectifs citoyens. Je pense évidemment aux questions des jeunes, mais pas que. Mais la région, elle doit aussi accompagner sur la durée. Si on veut changer, par exemple, nos modes de consommation d'énergie, donc avoir moins de consommation d'énergie fossile, utiliser plus, par exemple, demain, l'hydrogène vert, utiliser plus ces énergies renouvelables, il va falloir qu'on aide. Il va falloir donc qu'on ait une politique qui soit territorialement intégrée. Et puis ça marche. Carole Delga, par exemple, quand elle lance son Green New Deal au niveau de la région Occitanie, elle a fait de sa région la première région sur les énergies renouvelables. Elle en a fait le leader. Si je dis ça, c'est parce que moi, j'aurais rêvé que la région Île-de-France soit aussi là-dessus, comme sur d'autres sujets. Et elle ne l'a pas du tout été. Et on va le faire. Mais surtout, si je dis ça, c'est parce que c'est possible. Et je pense très important quand même de dire une chose, c'est que on est 5 ans après l'accord de la COP. Il y a plein de choses qu'on regrette. Et Jean l'a dit, on doit accélérer énormément les choses. Mais ne pensons pas qu'il est trop tard pour agir. Ne pensons pas que c'est fini. Ne pensons pas qu'on va juste subir. Tomber dans la fatalité, c'est aussi en fait donner raison à nos ennemis, en fait, à ceux qui ne veulent pas bouger sur le dérèglement climatique. Je dis ça parce que ce petit discours de l'incapacité à faire, il peut être très dangereux pour l'avenir. Et nos territoires peuvent évidemment le faire de manière extrêmement amplifiée. Absolument. Et du coup, je propose peut-être que l'on passe la parole à Carole Delga, justement, pour qu'elle puisse nous expliquer quel est ce Green New Deal de l'Occitanie et puis, évidemment, nous dire un peu plus de sa mise en œuvre concrète, même dans le contexte de crise. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie d'être à vos côtés pour ce webinaire qui est initié par Audrey. Et puis, c'est un sujet que nous partageons en Occitanie. Pour rebondir sur les interventions des précédents intervenants, je pense que tout d'abord, il faut avoir une action très volontariste et un récit d'engagement positif. C'est de dire qu'encore à aujourd'hui, c'est possible de diminuer, d'inverser un peu cette tendance et à travers des actions, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on doit avoir un message qui est positif et qui permette de rassembler et d'emporter tout le monde dans cette dynamique. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas aux discours qui sont vraiment très anxiogènes ou de rupture. Moi, je pense qu'au contraire, il faut être vraiment sur la transformation et démontrer qu'on peut tout à fait combiner et concilier. Moi, par rapport à la rupture, j'ai privilégié de démontrer qu'on pouvait concilier économie et écologie, que l'on pouvait concilier également et l'écologie et sociale. Et c'est, je pense, à partir des territoires qu'on peut gagner cette bataille. Je partageais tout à fait ce que disait Anne Hidalgo, c'est que dans le cadre du plan de relance, il faut, qu'il soit européen ou qu'il soit national, il faut que les collectivités locales soient mieux associées. Hier matin, j'avais une réunion sur la question des stations de montagne avec le Premier ministre. On a eu un échange un peu vif parce que contrairement à ce qu'ils pensent, aujourd'hui, le plan de relance, l'action de l'État n'est pas concertée sur le terrain avec les collectivités locales. Alors ce Green New Deal, je l'ai voulu, nous l'avons mis en place en début d'année, donc 2020, et cela faisait suite à une réflexion que nous avons menée dans le cadre d'un schéma. Dans les régions, nous approuvons un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Mais Mercos connaît bien ce sujet, le fameux SRADET. Et à travers Occitanie 2040, je me suis dit qu'il fallait mettre un nouveau modèle de développement qui sont moins consommateurs de terres agricoles, moins consommateurs d'énergie, avoir plus d'énergie renouvelable, avoir plus de circuits courts, avoir plus de produits alimentaires de qualité. Et donc, c'était la suite logique. Depuis 3 ans, nous mettons en œuvre ces dispositifs, d'avoir en fait une vision tout à fait transversale
sur cette question du Green New Deal, d'un pacte vert. Alors nous l'avons mis en début d'année, et puis bien sûr en place, et puis bien entendu nous avons été confrontés à un peu de retard par rapport au confinement, mais pour autant c'est encore plus nécessaire de le mettre en œuvre, parce que dans le cadre de la relance de ce monde après Covid, il faut justement en profiter pour transformer notre modèle. Il ne faut pas se dire qu'on va repartir comme avant, il faut au contraire poser les bases d'un nouveau modèle de développement. Alors, bien entendu, c'est les aides aux entreprises. Bon, en Occitanie, voilà, nous sommes très, très touchés sur les conséquences économiques de la Covid, parce que nous conjuguons, comme toute la France, les problématiques sur les commerces, sur la restauration, mais nous avons la problématique aussi de l'aéronautique, et nous sommes la première région aéronautique de France, donc pour la sous-traitance, ce sont des grosses conséquences sur vraiment la diminution forte du trafic aérien. Et je pense qu'à travers les aides que nous donnons aux entreprises, il faut en même temps les soutenir dans leurs projets de R&D sur des sujets très technologiques, mais également d'économie d'énergie, réfléchir avec eux sur les modalités de transport de leurs salariés. C'est aussi avec nos agriculteurs, vraiment accélérer encore plus cette agriculture de la qualité. Et puis aussi pour nos jeunes, à travers l'éducation, c'est toute la question, bien sûr, de l'enseignement à distance en fournissant tous les ordinateurs à nos jeunes. Nous le faisons depuis 4 ans. Île-de-France l'a fait juste depuis cette rentrée en partie, alors que nous, ça fait 4 ans qu'il y a une égalité d'accès à l'enseignement, mais aussi d'accès à la culture, parce que nous avons sur nos ordinateurs toute une bibliothèque virtuelle, et qui permet aussi d'ouvrir les horizons. Donc moi, c'est un message vraiment de volontarisme politique, de dire non, tout n'est pas trop tard. Non, nous n'avons pas à baisser les bras. Si nous engageons de façon très collective entre, par exemple, l'ensemble des régions, l'ensemble des départements, des villes, eh bien, moi, je suis sûre qu'on peut inverser, et qu'on peut justement démontrer, avoir un message rassurant, positif pour la population, n'oublier personne, démontrer à chacun de nos concitoyens qu'il a cette place dans cette transition, et qu'on peut tout à fait combiner écologie et sociale, écologie et économie. Moi, je suis très, très attachée à ce qu'on parle à tout le monde. Et alors justement, la spécificité, il me semble, de ce Green New Deal, c'est justement la manière dont vous avez associé les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, puisque j'avais décidé de mettre en place ce Green New Deal. On y avait travaillé avec des députés européens. Alors Éric Andrieux, qui est d'Occitanie, qui a autant l'accent que moi, mais aussi Aurore Laluc, et à avoir une capacité un peu d'innovation sur cette façon d'aborder toutes les problématiques à partir de celles et de ceux qui en sont bénéficiaires, parce que c'est ça le pacte vert, le Green New Deal, la philosophie. C'est on dit qu'on met en place un nouveau modèle de développement à partir, bien sûr, des besoins de nos concitoyens. Et c'était donc sur le fond une évolution forte, mais il fallait que sur la forme, ça soit aussi innovant. Et donc, nous nous sommes inspirés de la Convention citoyenne pour le climat, et nous avons mis en place une convention citoyenne, donc à l'échelle de l'Occitanie. C'est 100 citoyens tirés au sort de façon tout à fait indépendante, qui nous ont fait des propositions, et nous avons soumis au vote ces propositions. Donc moi, je suis vraiment convaincue qu'on peut aussi concilier, toujours combiner. C'est Edgar Morin qui a développé de très très belles pages sur cette nécessité de concilier et de combiner, et certainement pas d'opposer. Donc on a démontré qu'on pouvait tout à fait concilier, et démocratie représentative que j'incarne, que nous incarnons avec l'ensemble des élus, mais également démocratie citoyenne. La démocratie citoyenne, la démocratie participative, elle régénère la démocratie représentative. Et ça, c'est vraiment un sujet, moi je crois beaucoup à la pratique de la démonstration. Il faut être, quand on est en responsabilité, il faut démontrer par des actes que toutes nos convictions, elles sont appliquées. Moi, je suis clairement pour l'écologie du fer, pour l'écologie de l'accompagnement, et pour également donner
une égalité à toute notre population. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu vraiment un accroissement des inégalités et l'inégalité d'accès aussi pour avoir une voix qui porte. Vraiment, la démocratie participative nous permet de lutter contre cette inégalité d'accès à la démocratie et il faut être très très mobilisé. Donc une convention citoyenne que nous avons mis en place. Mais j'ai lu l'interview d'Audrey ce matin sur la presse parisienne et je vois qu'elle a des belles propositions avec en plus un collège de représentants des associations et c'est vraiment très très intéressant. Donc si on est plus de présidentes de régions à vraiment à mettre en œuvre, je suis sûre qu'on aura un avenir positif pour notre planète. Alors Audrey, c'est une perche tendue, on ne peut que vous demander de développer. Merci à Carole de sa participation et puis merci à tous nos invités d'être là. Je crois évidemment, comme l'a indiqué Carole à l'instant, que tout n'est pas perdu. Et que se dire, parce que ce discours-là, il existe aussi, se dire « oh, de toute façon, la tâche est si vaste, on n'arrivera jamais à produire tous les efforts qu'il faudrait, donc continuons ». Mais en fait, ce serait non seulement c'est aberrant, mais ce serait totalement irresponsable à l'égard justement des jeunes générations d'aujourd'hui et des générations futures. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que non seulement nous vous laissons en héritage ce problème majeur du réchauffement climatique, mais qu'en plus nous nous dédouanons des efforts que nous devrions faire pour améliorer la situation. C'est évidemment absolument pas tenable. Donc oui, il reste à faire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve du fait qu'il reste des choses à faire, c'est que les conséquences du réchauffement climatique dont nous parlons ici, elles existent dans notre pays déjà. Il ne se passe pas un mois sans qu'un département, une commune ne subissent des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont en fait le résultat du dérèglement climatique. Il ne se passe pas pour les agriculteurs une année, voire 2 années de suite, voire plus évidemment, sans de graves déficits de précipitations ou des précipitations trop importantes qui lessivent les sols, des problèmes de sécheresse et de qualité des sols qui ont un impact sur leur production. On est évidemment soumis à la question de la pollution de l'air qui est amplifiée par le réchauffement climatique et qui amplifie ce réchauffement climatique. C'est une espèce de cercle vicieux. Bon, elle n'est pas la seule cause évidemment du réchauffement climatique inversement, mais c'est une forme de cercle vicieux. Et chaque année, en France, il y a 60 000 personnes qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air. Alors qui, encore une fois, n'est pas seulement l'effet du réchauffement climatique, mais ce sont des personnes qui devraient vivre et qui meurent prématurément parce que l'air est pollué. En région parisienne, ce sont plusieurs milliers de personnes, je ne vais pas me dire de bêtises, mais il me semble que c'est 6 000 en Île-de-France. Donc, c'est quand même pas un monde qui fonctionne normalement. Et ce sont alors, je ne vous parle pas des problèmes de changement de relief dans les massifs montagneux, de glaciers qui évidemment reculent, etc., qui sont des situations d'aujourd'hui, qui concernent des millions de Français aujourd'hui. Donc c'est pas là-bas, c'est pas pour dans longtemps. Et donc déjà aujourd'hui, on se pose la question de comment faire face à ces sujets-là. Mais dans le reste du monde, il y a toute une partie du reste du monde pour laquelle le réchauffement climatique, les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité se voient immédiatement, quotidiennement, ont une influence quotidienne et désastreuse sur leur vie. Et ces personnes, que font-elles? Est-ce qu'elles se disent « Ah bon, on ne peut rien faire, continuons comme ça ». Non. Elles prennent le problème à bras-le-corps. Vous voyez bien que vous qui êtes jeunes, vous avez vu comment dans le monde entier, des jeunes s'organisent dans des pays qui sont extrêmement frappés. Des jeunes s'organisent déjà et protestent et manifestent et cherchent des solutions. Et bon, ce sont souvent des femmes, mais nous n'avons rien contre les messieurs, mais ce sont souvent des femmes qui sont à la tête de ce type de mouvement. Donc ça veut dire que, y compris pour ceux qui le vivent de la façon la plus forte, il y a encore la volonté de changer les choses. Donc nous, on ne peut pas, nous qui avons la chance d'être encore relativement épargnés, on ne
peut pas se permettre de dire bon non, vous savez quoi, c'est trop compliqué. Donc comment on fait? On fait ce que Anne a fait. On écoute les conseils du GIEC et on écoute les conseils de Jean. On fait ce qu'Emma a fait en tant que ministre du Logement pour lutter contre l'inégalité face à la possibilité de se loger, ce qu'elle a fait au Conseil régional et qu'elle continue de faire avec ce qu'on appelle l'intergroupe socialistes, écologistes et communistes au Conseil régional d'Île-de-France. On fait ce qu'a fait Carole. Et nous, ce que nous proposons avec Île-de-France en commun, c'est évidemment tout un ensemble de mesures très sociales et très tournées sur les questions environnementales et de préservation de la biodiversité. Et de façon, on va dire, un peu spectaculaire, la création de cette Assemblée citoyenne du long terme que nous proposons. Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette Assemblée citoyenne du long terme, ce n'est pas, elle ne sort pas de mon petit cerveau. C'est pas une idée comme ça en l'air. C'est une idée sur laquelle j'ai eu la chance de travailler à la Fondation Nicolas Hulot avec des personnes qui ne m'avaient pas attendu pour ça, qui travaillaient sur ce sujet depuis longtemps. Et ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, Jean fait partie du conseil scientifique de la Fondation. Donc, il connaît très bien les gens que je vais citer. Mais si je vous parle du philosophe Dominique Bourg, du professeur de sciences politiques et spécialiste de la concertation citoyenne Loïc Blondiot, du constitutionnaliste Michel Prieur, de la constitutionnaliste Marianne Cohandet, de Florent Gagneur, qui est aujourd'hui vice-président de la Commission nationale du débat public, toutes ces personnes qui ont réfléchi à la question de la création d'une assemblée citoyenne du long terme, assemblée citoyenne du futur. Nous avons porté ce combat, nous avons porté ces idées pour créer une assemblée citoyenne qui soit à l'échelle nationale. Ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à convaincre. Mais l'assemblée citoyenne du long terme, ce n'est pas un nouveau CESE, ce n'est pas à l'échelle régionale un nouveau Césaire, c'est autre chose. C'est une assemblée composée, alors on est en train d'affiner les détails parce qu'il faut transposer ça au niveau régional, mais composée de 100 à 150 citoyens tirés au sort, une cinquantaine de personnalités dites de la société civile organisée, un conseil scientifique permanent pour éclairer la décision des citoyens, un conseil de gouvernance qui garantisse le fonctionnement de cette assemblée et qui protège ses décisions et ses préconisations. Et cette assemblée, d'ailleurs, c'est sur le modèle de cette assemblée que la Convention citoyenne du climat a été bâtie. Cette assemblée, elle aura à se prononcer, à donner son avis et à proposer. Elle pourra initier des référendums au niveau régional. Elle aura à se prononcer sur tous les sujets structurants de long terme qui ont un impact, par exemple le logement, les transports collectifs, l'aménagement du territoire en général, l'énergie, le développement des énergies renouvelables, les projets d'économie sociale et solidaire qu'il va falloir déployer, dupliquer, le fait de créer par exemple une filière d'excellence de l'enseignement de l'agroécologie et de l'agroforesterie en Île-de-France. Sur tous ces sujets-là, nous voulons entendre les citoyens, mais même déjà dans la campagne, dans cette campagne, nous allons lancer une plateforme citoyenne là, dans quelques semaines, et il faut absolument que cette parole citoyenne soit entendue. Comme le dit Carole, il y a la démocratie représentative, les élus, qui ont leur rôle pleinement, et évidemment, ça a un sens de voter et d'élire des gens, et puis il y a la démocratie participative, les citoyens, les citoyennes, et aujourd'hui, il y a une très forte demande et volonté des citoyennes et des citoyens que cette démocratie participative compte, pèse. D'ailleurs, le succès du budget participatif à Paris le démontre. Et la puissance des propositions de la Convention citoyenne du climat, qui, moi, me réjouissent, enfin, je considère que c'est un programme politique à soi seul, démontre à quel point, quand il est donné aux citoyens la possibilité de participer à l'action politique, à l'action publique, ils s'en emparent avec beaucoup d'enthousiasme. Absolument, c'est une appétence extrêmement vive. Peut-être que Anne Hidalgo, vous pouvez nous dire un mot justement de ce qui a été mis en œuvre, notamment les volontaires de Paris, je pense également. Oui. C'est vrai qu'il faut cette démocratie continue avec ces temps qui sont les élections, qui sont là pour élire des représentants, fixer un cap, des objectifs, des moyens, fixer des priorités. Et puis, il faut un temps continu de participation citoyenne avec plein d'outils qu'on a expérimentés. Et
vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on a sollicité les citoyens, ils ont répondu, mais alors plus que présent, sur le budget participatif que nous allons porter à 25% du budget d'investissement de la ville. C'est aussi une façon de comprendre et de participer à comment se font les choses, hein, et de fixer des priorités avec les citoyens, et des priorités qui d'ailleurs en général ne viennent pas complètement contredire les grandes orientations de l'équipe, par exemple municipale, mais viennent quand même adapter, ajuster, replacer. Par exemple, dans le budget participatif parisien, sur la précédente mandature, l'essentiel des projets votés par les citoyens visaient quoi? Des questions d'écologie très concrètes dans les quartiers et des questions de solidarité avec les plus démunis. Et on n'a rien fait pour ça. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont porté ces projets. Et puis, il y a d'autres façons aussi d'intervenir, c'est en s'engageant. Et donc, toute la démarche des volontaires qu'on avait lancée un peu comme une bouteille à la mer en disant « est-ce que les gens vont réagir ?» On avait lancé une votation citoyenne justement sur les objectifs de sortie du diesel et de sortie des moteurs thermiques. Tout le monde était très inquiet à l'idée qu'on puisse solliciter les Parisiens pour voter sur ces deux mesures-là. Ils ont été plus de 75 000, ce qui n'est pas rien quand même, à s'engager, à voter. Et ils ont été très nombreux, puisqu'on avait posé une petite question subsidiaire. Accepteriez-vous de vous engager comme volontaire sur les questions d'environnement ? Ils ont été très, très, très nombreux. On a aujourd'hui en fait 26 000 volontaires de Paris. Et ils font quoi, ces volontaires ? Ils se forment, ils s'engagent, ils participent, ils prennent la parole, ils viennent aussi dans nos débats citoyens. Et je crois que c'est comme ça aussi que les politiques que nous sommes restons connectés au monde réel. Il faut des idées, il faut des objectifs, il faut des valeurs très fortes. Et puis, il faut cette connexion au réel. Et je pense que c'est comme ça qu'on la réalise. Absolument. Et alors, du coup, il me semble qu'on a réussi à se connecter à Gaëlle Giraud. Donc, bienvenue, Gaëlle Giraud. Donc, effectivement, on voit qu'il y a vraiment cette envie de la part des citoyens. La plupart, on y reviendra avec Nati Tran, aussi cette envie de la jeunesse, cet engagement. Quels sont aujourd'hui, du coup, les freins réels, notamment à l'échelle d'une région, pour la mise en œuvre de ces objectifs de l'accord de Paris qu'on évoquait ? Donc, comment faire en sorte d'allier très concrètement cette écologie et cette justice sociale ? Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Peut-être je peux vous laisser nous en dire quelques mots. Oui, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je salue Audrey, évidemment, Anne et puis Jean. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis un peu désolé pour mon retard. Je suis arrivé à la région de l'Aquitaine aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je dirais de mon point de vue qu'il y a au moins deux obstacles qui sont assez peu présents dans le débat public. Il y en a un qui est fondamental, qui est comment aujourd'hui on répond à la crise sociale majeure, l'hémorragie majeure qui est en train de se dérouler en ce moment même et qui est accélérée par le double confinement et peut-être le troisième si certains pouvoirs publics ne font toujours rien pour prévenir la troisième vague, qui est l'explosion du chômage dans notre pays et la misère sociale qui s'ensuit. Donc moi il me semble qu'il y a un enjeu fondamental à faire entendre que le défi écologique n'est pas simplement une contrainte de plus, mais c'est au contraire la solution à la crise sociale. Et que par exemple une transition écologique du côté des services, mais aussi et surtout à mon avis du côté de l'industrie, ça crée énormément d'emplois, des emplois verts, des emplois qui ont du sens et qui n'ont rien à voir avec les bullshit jobs, pour reprendre l'expression de l'anthropologue David Graeber, que, disons, le néolibéralisme des 40 dernières années a été capable de créer. Moi, ce que je perçois dans la jeune génération, c'est une soif énorme de s'engager dans un projet de société qui ait du sens et de trouver un boulot qui soit en accord avec ce sens-là. C'est-à-dire que la schizophrénie ou la dissonance cognitive dans laquelle une partie de ma génération, de notre génération, est aujourd'hui plongée, où nous tenons tous des propos excellents sur la transition écologique, mais une partie d'entre nous se trouve toujours embarqués dans des boulots qui n'ont rien à voir et qui sont même en contradiction totale avec cette transition. Les jeunes n'en veulent pas. Ils ne sont pas prêts du tout, y compris les plus diplômés, ceux qui sortent du mandarinat français, ne sont pas prêts du tout à s'engager dans la carrière classique. Ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Et moi, je crois que, disons, un grand plan de réindustrialisation
de l'économie française, d'une réindustrialisation verte, ce qui suppose une relocalisation, ce qui suppose la fin de la globalisation marchande telle qu'on l'a faite, qu'on l'a orchestrée depuis 40 ans. Ça participe de ce projet. Alors, là-dedans, il y a un présupposé qui est l'industrie verte, c'est possible. Ça a du sens. Certains d'entre nous, y compris d'ailleurs certains patrons, continuent de penser que l'industrie verte, c'est un oxymore et que c'est juste pas possible. D'où l'imaginaire autour des Amish, etc., qui permet de faire peur et d'installer, à mon avis, le débat dans un piège. C'est le piège que nous tend le président Macron, qui est moi, dit-il, je suis un humaniste parce que je crois en la croissance verte, et puis vous êtes bon pour les Amish. Voilà. La réponse à ceci, à mon avis, c'est de faire entendre qu'il n'y a pas d'avenir économique de notre continent européen sans une réindustrialisation et une réindustrialisation verte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une industrie beaucoup plus économe en énergie, en consommation d'énergie, puisque, comme vous le savez, l'énergie, en grande partie aujourd'hui, ça reste de l'énergie carbonée, et donc des émissions de CO2. Et puis également, et ceci est moins connu du grand public, une industrie beaucoup plus économe en matière, en particulier en minerais. Donc ça, c'est l'énorme travail qui a été fourni notamment par un ingénieur que vous connaissez, Philippe Biwix, et puis quelques autres, moi-même et d'autres. Par exemple, ce que j'ai montré dans un de mes travaux avec Olivier Vidal, qui est un chercheur à Grenoble, c'est que le cuivre connaît aujourd'hui une chute de densité des réserves dans lesquelles nous puisons au niveau mondial, qui est extrêmement inquiétante et qui pourrait conduire à un pic d'extraction du cuivre autour de 2060. Certains même évoquent 2040. Nous, on est un tout petit peu plus d'optimistes, 2060. Or, le cuivre a des applications industrielles majeures dans tous les domaines, et en particulier du côté de l'énergie renouvelable. Les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. De sorte que les géophysiciens nous préviennent dès aujourd'hui, on peut avoir un goulet d'étranglement, c'est-à-dire devenir vertueux en matière d'énergie pour réduire nos émissions et adresser l'énorme défi climatique, mais être bloqué parce qu'on serait incapable de produire des infrastructures liées aux énergies renouvelables parce qu'on n'aurait plus assez de cuivre. Vous voyez, ce qui serait un paradoxe insupportable d'ici quelques années. Pour remédier à ça, ça suppose, à mon avis, un grand plan d'investissement dans la R&D pour trouver des substituts au cuivre, du côté des usages industriels, un grand plan d'investissement dans l'industrie pour pratiquer du recyclage de manière massive. La Chine le fait, et la Chine a des énormes usines de recyclage. Nous ne faisons pas grand-chose de ce côté-là en Europe et en particulier en France. Et même nous exportons d'ailleurs nos déchets, ce qui est une bêtise énorme, puisque nos déchets en fait valent de l'or, en vérité au sens propre. Et puis surtout, ça suppose de repenser complètement l'imaginaire industriel, de faire en fait une nouvelle révolution industrielle, mais plus du tout celle des fumées fumantes, des cheminées fumantes d'Angleterre du 19e siècle, mais une industrie low-tech, économe en énergie et en minerais. Donc ça suppose de désélectroniciser nos vies. Depuis une trentaine d'années, un peu plus maintenant, nous avons fait un nouveau tournant qui est celui de l'électronique. Plus personne n'est capable de réparer sa voiture aujourd'hui. Et dans une voiture comme la Zoé, qui va dans le bon sens, parce que c'est une voiture électrique, on a cru bon, pour justement faire passer la pilule d'une voiture électrique, de bourrer cette voiture d'électronique. Donc il y a un ordinateur de bord, il y a un GPS, etc. Alors qu'on n'en a pas besoin, fondamentalement. Donc il faut désélectroniciser nos vies. Et ça, c'est, à mon avis, la condition sine qua non pour qu'on continue d'avoir une industrie. On est dans une conjoncture macroéconomique au niveau mondial aujourd'hui où la Chine ne veut plus être l'usine des Occidentaux, qui profiterait, comme on l'a fait nous-mêmes pendant plus de 40 ans, de l'esclavagisme de masse d'Asie. Elle produit maintenant pour son territoire domestique, pour le bassin du sud-est asiatique, mais plus majoritairement pour nous. La balance commerciale entre la Chine et l'Occident est nulle. Et l'Afrique, malheureusement, ne sera pas, à mon avis, la prochaine usine du monde. Donc la grande question, si on veut justement ne pas régresser du côté des Amish, c'est de mettre en œuvre une réindustrialisation verte sur les territoires français, partout. Pas simplement autour des grandes métropoles, mais sur l'ensemble du territoire. Ce qui est un magnifique projet de création d'emplois verts, qui ont du sens, et de réhabilitation d'un certain nombre de territoires français qui sont aujourd'hui abandonnés complètement à cause de la logique, de la dynamique de la métropolisation. Donc, à mon avis, ça c'est un grand... Alors, pour vous donner un exemple concret, qui moi me rend très optimiste, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur français dont la boîte sait faire du photovoltaïque organique. Donc, si on développe ça, et ça suppose quelques centaines de millions, voilà, c'est absolument pas des sommes colossales au niveau national. Si on développe ça, ça veut dire qu'on remédie au problème de notre dépendance au photovoltaïque chinois
et aux minerais chinois. Je pourrais vous raconter la même histoire à propos des batteries qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de l'ammoniac, etc., etc. Voilà, donc à mon avis, là, il y a un créneau fondamental qui doit faire partie de tout projet de société de renouvellement du territoire français. Et puis, je vais m'arrêter là. Le deuxième grand obstacle, à mon avis, il est peu thématisé, parce que ces acteurs font tout pour qu'on n'en parle pas, c'est le problème des actifs fossiles, des actifs bruns, qui sont dans les bilans de nos banques, de nos grandes compagnies d'assurance et des fonds communs de placement qui investissent dans nos entreprises. Ces acteurs financiers ont dans leur bilan au niveau mondial, milliers de milliards d'actifs qui sont étroitement dépendants du pétrole, du charbon et du gaz. Alors, pour les banques françaises, de moins en moins dans le charbon, heureusement, elles commencent enfin à, disons, s'autonomiser vis-à-vis du charbon. En revanche, elles continuent d'être extrêmement dépendantes du pétrole, de sorte que si demain matin, on décidait, ce qu'on doit faire en vérité, que le charbon et le pétrole sont des actifs échoués, donc ils ne valent plus rien sur les marchés, parce que plus personne n'a le droit de brûler du charbon, et de moins en moins de gens ont le droit de brûler du pétrole, alors la valeur de ces actifs tombe à zéro, et on a un phénomène du type crise des subprimes en 2008. C'est-à-dire qu'on a des acteurs financiers qui ont des trous noirs dans leur bilan, parce que les actifs sur lesquels ils font reposer leur propre prospérité ne valent plus rien. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Tant que nos banques seront convaincues que si on fait la transition écologique, elles sont en faillite, elles seront contre la transition, c'est aussi simple que ça. Donc elles feront du greenwashing, elles vous raconteront que les green bonds, les obligations vertes sont vertes, alors qu'elles n'ont strictement rien de vert, et elles continueront de vous faire croire que la finance verte c'est l'avenir, alors que c'est juste, disons, de la peinture, pour maquiller le fait qu'aujourd'hui, nos grandes institutions financières sont incapables d'absorber le choc de la transition écologique. Donc là, il y a un gros enjeu aussi, à mon avis, auquel il faut réfléchir, sinon on n'y arrivera pas. On continuera de se payer de mots pendant de nombreuses années. Alors, si je comprends bien, il y a donc effectivement un enjeu, Emmanuel Cols, vous le disiez également, il y a un enjeu pour que la région devienne un investisseur stratégique pour la transition écologique. À ce titre, que pensez-vous, Gaël Giraud, Emmanuel Cos, de l'hydrogène vert, qui est également un secteur très intéressant à ce titre? Oui, vous avez absolument raison. L'hydrogène, on a un champion mondial qui s'appelle Air Liquide. On sait produire de l'hydrogène vert, ou en tout cas on sait le produire à courte échéance à condition d'investir un petit peu dans la R&D. Et vu les usages extraordinaires de l'hydrogène, par exemple couplé à l'ammoniac, on pourrait réhabiliter complètement et sauver CMA CGM, qui est la troisième compagnie de porte-containers du monde, et qu'aujourd'hui les Chinois sont en train de guetter de l'œil pour essayer de mettre la main dessus. Donc à mon avis, il est urgent que l'État protège par exemple cette très belle entreprise et qu'on invente le porte-container de demain, c'est-à-dire un porte-container qui fonctionne à l'hydrogène et à l'ammoniac. Pour que ceci ait du sens, il faut évidemment qu'on arrive à produire de l'hydrogène de manière propre. Et ça, c'est le thème de l'hydrogène vert. On a les bons ingénieurs pour faire ça, on a les bons chercheurs, on a la compagnie, la société française pour faire ça. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Ça suppose un peu d'investissement public, parce que le privé aujourd'hui, ça c'est un thème sur lequel il faut absolument, dont il faut prendre conscience, c'est que le secteur privé en France, mais c'est vrai aussi partout en Europe, est surendetté. Le grand problème, ce n'est pas la dette publique, contrairement à ce que nous racontent les néolibéraux à longueur d'éditoriaux journalistiques, mais le grand problème, c'est la dette privée. C'est l'excès d'endettement privé. La dette privée en France, comme en zone euro avant le confinement, c'était 130% du PIB, contre 98-99% de dette publique en France. Alors maintenant, à cause de 2020, confinement et de la gestion calamiteuse de la pandémie par l'actuel gouvernement, tout le monde va prendre au moins 20%, donc on va passer à 120, 125 pour la dette publique et probablement à 150, 155 pour la dette privée. Mais ceci pour rappeler que dans un secteur privé qui est surendetté, on ne peut pas assumer le coût financier d'investissement massif. C'est une des raisons pour lesquelles les 300 milliards d'euros qui ont été apportés en garantie publique par le gouvernement pendant le premier confinement n'ont pas été appelés. Là-dedans, il n'y en a que 150 qui ont été dépensés, tout simplement parce que les entreprises ne veulent pas continuer de s'endetter. Elles ont déjà trop de dettes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un enjeu crucial. L'Allemagne est en train d'investir des milliards dans l'hydrogène. On est déjà en retard par rapport à l'Allemagne, alors qu'on avait une longueur d'avance vis-à-vis de l'Allemagne sur l'hydrogène il y a moins de 10 ans. Donc, il est temps de rattraper notre retard et de faire de la France la première nation industrielle de l'hydrogène vert. Merci beaucoup. Et alors peut-être que je vais passer la parole à Carole Delga, justement, pour qui cette question résonne tout particulièrement. Oui, sur la question de l'hydrogène vert,
je partage tout à fait ce qu'indique Gaël Giraud, c'est-à-dire que là, la France est en train de perdre du retard par rapport à toute la recherche et toute l'application qui est mise en Allemagne. Parce que l'hydrogène vert, pour moi, c'est vraiment la vraie énergie de demain. Et nous devons, sur ce sujet, vraiment pousser les feux. Alors, en Occitanie, nous avons créé une agence régionale d'investissement, c'est-à-dire en termes clairs, la région est actionnaire. Et nous avons déjà été concrètement au capital de 2 sociétés. Une première société qui est pour la production de masques, donc avec des masques produits 100% en Occitanie et tout particulièrement des masques pour enfants. Mais la deuxième, c'est donc de l'hydrogène vert avec une filiale de Schlumberger, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un partenariat public-privé et c'est pour la réalisation d'électrolyseurs sur Port-la-Nouvelle pour, à partir de l'électricité produite sur l'éolien flottant, nous transformons en hydrogène vert. Et sur cette question du retard que nous prenons en France sur l'hydrogène, c'est tout particulièrement sur la question des transports en commun, sur la question du train. Moi, je me bats maintenant depuis 3 ans pour qu'on puisse avoir des trains à hydrogène qui circulent dans notre pays, alors que nous avons la réalité donc, qui est très concrète dans des régions allemandes où nous sommes sur des services commerciaux. Ce n'est plus au niveau de l'expérimentation, c'est au niveau de la commercialisation, donc des trains à hydrogène. Et là, j'ai demandé bien sûr au Premier ministre qu'on ait des aides, les régions, et que ce ne soit pas les régions qui assument seules le coût de ces trains à hydrogène qui sont plus élevés que les trains classiques. Rappelez quand même qu'en Allemagne, l'État fédéral aide les Länder à hauteur de 40%. Donc je demande qu'il y ait aussi cette aide parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour notre industrie et sur ce sujet, nous pouvons encore être dans la course à l'international pour être vraiment leader et donc qu'il y ait de la création d'emplois sur notre territoire, sur le train à hydrogène, mais c'est aussi par exemple la question des cars à hydrogène parce que la technologie des bus à hydrogène fonctionne bien et en particulier on a une entreprise en Occitanie, l'entreprise Safra qui en produit. Mais sur la question des plus longues distances pour les cars, nous avons besoin d'avoir encore plus de recherche et là, malheureusement, j'en ai fait part au gouvernement, la France a mis une limitation des aides publiques sur ces cars à hydrogène et ça fait que des collectivités locales qui seraient intéressées n'achètent pas parce que pour leur flotte de cars parce qu'en fait le coût résiduel est encore trop élevé. Et puis vraiment à Gaël Giraud sur la question du photovoltaïque parce que on voit bien qu'aujourd'hui en fait cette production vient de l'autre bout de la planète, la valeur ajoutée est à l'autre bout de la planète. Et bien, moi je suis très intéressée par cette entreprise innovante sur des panneaux photovoltaïques à base végétale parce que je pense qu'en effet ça c'est l'avenir que nous devons construire. Emmanuel Cos, est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Est-ce que l'opportunité est similaire en région Île-de-France? Ce qui est certain, et ce que montrent les propos de Gaël Giraud et après de Carole Delga, c'est que la région, en fait, elle doit être moteur pour justement cette transformation de l'industrie. Gaël Giraud le montre très bien qu'on n'arrivera pas à répondre aux enjeux présentés par Jean Jouzel sur la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre si on ne modifie pas l'ensemble de notre tissu industriel. Et en plus, c'est un tissu industriel qui est créateur d'emplois. On parle d'emplois locaux, on parle d'innovation et on parle de justement, avec des nouvelles activités économiques, diminuer notre empreinte carbone. Donc, ce qui est assez terrifiant finalement, c'est que notre retard pris. Ce que dit Gaël Giraud sur l'hydrogène vert est terrible. Et c'est vrai, il y a 10 ans, on était très en avance. Et on avait beaucoup de doutes sur est-ce que ça fonctionnerait. L'Allemagne, aujourd'hui, est en train de prendre tous nos ingénieurs et toutes nos boîtes. L'Allemagne rachète les boîtes françaises qui, aujourd'hui, ont des solutions. Donc, il faut vraiment qu'on adopte, et d'un point de vue régional, construire une nouvelle politique industrielle. Alors, c'est pour l'énergie. C'est valable, alors, évidemment, sur les sujets de l'automobile. On en a peu parlé, mais ils sont évidemment très importants. Et des transports, comme vient d'en parler Carole Delga. Et puis, au-delà de l'industrie, on voit bien que sur la question agricole,
qu'on ne peut pas détacher des enjeux de développement, la région là a un rôle majeur pour justement faire cette transformation. Mais ça veut dire assumer d'être actionnaire demain d'entreprise, d'être donc à l'origine de la commande publique, d'investir, de mettre des budgets d'investissement là-dessus et de ne pas attendre en effet les directives nationales. Parce que ce que explique Carole Delga sur justement la difficulté à construire le train vert de demain, c'est quand même énorme qu'aujourd'hui, ça soit la région Occitanie qui pousse plus qu'au niveau national sur ce sujet-là. Absolument, et c'est Gaël Giraud qui l'a dit dans d'autres interviews et interventions, ce n'est pas par l'austérité qu'on se sort d'une crise. Audrey, peut-être vous vouliez réagir, il me semble. Non, alors il va falloir qu'on entende Nati aussi, qui n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Non, simplement parce que, évidemment, il faut soutenir l'innovation. Évidemment qu'il faut nous éviter le retard que nous avons pris sur le photovoltaïque, alors que là aussi on était les plus forts et on s'est laissé dépasser. Sur l'hydrogène vert, pareil. Et c'est peut-être ce qui va nous arriver aussi avec la filière du béton de chanvre, où on a un savoir-faire qui est reconnu à l'étranger, qui nous est effectivement capté par la commande étrangère. Des entreprises françaises sont rachetées à l'étranger et la commande publique en France, et singulièrement en Île-de-France, est très faible sur ce sujet, alors que c'est vraiment un matériau d'avenir et sur lequel on est très fort en Île-de-France. Mais ce qui faisait que je voulais intervenir, c'est ce qui m'interpelle dans les propos que nous avons là, c'est que, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce sujet, il y a effectivement l'innovation, tout ce qu'on met en place pour atténuer les effets du réchauffement climatique et pour limiter le réchauffement climatique. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'évitement. Il y a toute la transformation à mettre en œuvre pour éviter. Et en fait, il n'y a pas de solution magique. L'hydrogène vert, c'est formidable, mais ce n'est pas magique. Il n'y a aucune solution qui nous permettra de faire l'économie. Il n'y a aucune solution qui nous permettra de faire l'économie d'un gros effort de sobriété et de transformation de nos modes de vie. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'aura pas consommée ou qu'on n'aura pas surconsommée. Et là, il me semble que une collectivité et puis une institution à l'échelle d'une région a un rôle particulièrement important sur la recyclabilité, l'économie circulaire, etc., mais surtout l'évitement du gaspillage et des émissions de gaz à effet de serre. Et alors, est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot sur, du coup, après ces échanges, ce qu'est pour vous une région responsable ? C'est un petit peu ce dont on a parlé tous, et c'est la région de Carole Delga, par exemple. Une région responsable, c'est une région qui met au cœur de sa décision politique l'écologie et la justice sociale. Aujourd'hui, les personnes les plus exposées aux effets du réchauffement climatique sont les plus démunies, et c'est une double injustice, parce que non seulement ce sont les personnes qui émettent le moins de gaz à effet de serre, mais ce sont celles qui ont le moins de moyens de se protéger des effets du réchauffement climatique, et souvent, ce ne sont pas elles qui décident de la marche du monde. Donc c'est vraiment une injustice totale, complète. Hier, il y avait le forum zéro carbone organisé par la ville de Paris, et on a beaucoup répété ce chiffre du 1% le plus riche de la planète qui émet 175 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. C'est valable aussi dans notre pays. Plus on monte dans l'échelle des revenus, plus on émet de gaz à effet de serre, soit par ses consommations, ses importations, etc. Et en fait, plus on a les moyens de se protéger des effets du réchauffement climatique. Donc une région responsable, c'est une région qui accompagne à la base ceux qui subissent le plus des effets du réchauffement climatique et qui fait en sorte, par ses politiques publiques, par ses décisions, par ses engagements, que l'ensemble de la population de cette région réduise de façon importante et assez enthousiasmante finalement, parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que tout ça est punitif et drastique et vraiment difficile. Ça peut être très enthousiasmant de se dire qu'on fait des efforts pour le bien-être de tous, qu'on fait des efforts pour aller tous un peu mieux. Je crois que c'est ce que nous réclame la jeune génération, et se dire qu'on n'aura pas moins, mais qu'on aura mieux et qu'on sera plus nombreux à avoir mieux,
ça me semble quand même quelque chose d'assez enthousiasmant. Alors certes, il faut passer par une phase d'effort important, mais quand on parle de renoncement, en fait, nous ne vous demandons pas de renoncer au confort de vos vies. Nous vous demandons de renoncer à l'inconfort, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces personnes qui meurent prématurément, les impacts des perturbateurs endocriniens, les inégalités en général, les effets des canicules ou des phénomènes météorologiques anormaux qui, encore une fois, résultent des dérèglements climatiques. C'est pas très confortable. Donc c'est à ça qu'on vous propose de renoncer, en fait. Et moi, je trouve ça assez enthousiasmant. Oui, tout à fait. Et il me semble que la jeunesse est d'ailleurs prête. Nati Tran, peut-être vous pouvez nous dire un mot, un rapport d'étonnement de ces différents échanges. On a vu ces dernières années la jeunesse très mobilisée sur les sujets du climat. Est-ce qu'elle cette mobilisation est-elle toujours aussi vive ? Bonjour à tous et merci Audrey de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui est majeur et vital. Donc ces échanges finalement confortent à mon sens la nécessité d'agir à tous les échelons, donc à l'échelon international, à l'échelon national, à l'échelon local, et surtout ils soulignent la nécessité de respecter cet engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ne pas revenir en arrière. Ne pas revenir en arrière car aujourd'hui les jeunes respirent difficilement et si nous revenons en arrière, en fait, nous ne respirerons plus, les jeunes ne respireront plus, les plus démunis ne respireront plus et ils payent déjà en fait les conséquences. La plus grande force de résistance aujourd'hui, je pense, vient d'un manque d'audace politique. On ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, au risque de faire payer en fait les nouvelles générations, qui, comme je l'ai dit, de toute façon payent déjà. Et à mon sens, et c'est un peu ce que, enfin, je parle en mon nom, mais j'imagine que de nombreux jeunes le ressentent. L'audace politique, c'est d'abord donner la possibilité à tous les jeunes d'exister et de devenir. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est des besoins existentiels. Et donc, ça passe finalement par la nécessité pour tous d'adopter, tout à l'heure, il était question d'un logiciel commun. Eh bien, oui, nous devons adopter un logiciel commun autour de biens communs. Ça passe par l'accès au logement. Le logement, je pense, des jeunes étudiants, par exemple. Je pense également aux jeunes travailleurs, de ne pas habiter dans une passoire thermique, de pouvoir manger sainement. Il n'est pas normal aujourd'hui que, selon les territoires sur lesquels on vit, moi, je viens de la Courneuve, je n'ai pas forcément accès à de l'alimentation bio, à des circuits courts. Je pense que c'est pas normal car on parle de santé des jeunes. Je voudrais également préciser qu'il est important pour un jeune tout simplement de respirer dans un contexte de densification urbaine, de bétonisation de nombreux territoires. Ces trois premiers besoins sont essentiels, mais finalement on se rend compte que, et la crise l'a démontré, la crise exacerbe ces besoins et justement le manque de réponse. Je voudrais aussi revenir peut-être sur la nature en ville, la nécessité pour, encore une fois, je parlais de la Courneuve, mais de ne pas pouvoir appréhender vraiment matériellement la nature. Déjà parce que la nature en ville, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi parce que finalement la nature en ville, ça permet de se rendre compte, au-delà que de finalement ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre, mais de l'appréhender matériellement. Et finalement, je pense que la nature en ville et tous ces besoins-là permettraient en tout cas à tous les jeunes d'avoir un horizon aujourd'hui qu'ils n'ont pas, horizon au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et j'insisterai également sur, et c'est aussi parce que je viens de Seine-Saint-Denis, il est important pour nous de pouvoir se mouvoir dans son territoire, se mouvoir entre territoires, et ça passera par un accès facilité au transport, un accès facilité à la mobilité douce. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui être assigné à résidence. Et j'insisterai également, et ça a été évoqué tout à l'heure, sur comment donner aux jeunes des perspectives concrètement de carrière. Ça passe par exemple des filières d'excellence dans l'apprentissage, comment leur dire quelles sont les possibilités d'études. Et ça passe en fait finalement par de la sensibilisation dès la maternelle. Donc pour moi, c'est vraiment un des éléments sur lesquels je voulais insister et pour que tout ça se concrétise, c'est important pour moi qu'il nous faut de l'audace politique. Je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Très bien, merci beaucoup Nati Tran. Vous voulez rajouter un mot ? Oui, non, je voulais juste, j'en profite vu que j'ai l'occasion de parler, je voulais juste saluer en tout cas les mobilisations qu'on voit et qui sont toujours là. La jeunesse est en colère, on le sait, et je pense qu'à mon sens, il est
important de multiplier les formes d'action. Donc, c'est les marches pour le climat, c'est également là récemment les jeunes qui se sont réunis parce que la COP26 n'a pas pu avoir lieu, c'est faire de la sensibilisation dans les écoles, c'est vraiment multiplier toutes ces formes-là. Et je voudrais également faire passer le message que parfois, finalement, on dit qu'en Seine-Saint-Denis, dans les territoires populaires, de façon générale, on ne s'intéresse pas à la question climatique. C'est faux. Les familles, les jeunes en Seine-Saint-Denis aspirent à un mieux vivre, aspirent à pouvoir respirer pour leurs enfants, pour elles-mêmes. Et je pense qu'il est important de dire aujourd'hui qu'il existe également des initiatives dans ces territoires-là. Je pense par exemple à des initiatives pour ramasser les déchets dans la rue, pour avoir des villes propres, des initiatives dans les collèges, comme on sensibilise justement les plus jeunes, des jardins partagés. Et ça rejoint aussi l'idée finalement derrière de sensibiliser, de donner vraiment le pouvoir aux citoyens, aux jeunes. Et c'est, voilà, en tout cas, je ne veux pas non plus faire l'éloge de la Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, voilà, je tenais à faire passer ce message parce que c'est parfois, voilà, je trouve que c'est invisibilisé et ça ne devrait pas l'être. Merci beaucoup, Nathalie. Ça rend très enthousiaste sur le fait que vous ayez été élu, je dois vous dire. Merci beaucoup pour ces propos. Et donc, face à cet appel à l'action, une action qui, nous l'avons vu, se fait de plus en plus urgente. Je pense que c'est vraiment la teneur des propos qui ont été tenus ce matin. Donc, Audrey Pulvar, donc, vous avez rédigé et là vous allez publier donc, une proposition d'alliance francilienne pour la responsabilité climatique et vous avez demandé ce matin à Emmanuel Cos de la lire, une alliance qui est d'ores et déjà signée par près de 300 signataires. 5 ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, 2 ans après la COP14 biodiversité, et alors que la France peine à s'engager nettement dans la transition écologique, nous, maires et élus locaux, réaffirmons notre engagement à lutter contre le dérèglement climatique et pour la protection de l'environnement. Nous, signataires de cet appel à une alliance des élus, citoyennes et citoyens pour la responsabilité climatique, nous nous engageons derrière Audrey Pulvar, afin que soient mises en œuvre dès juin 2021 toutes les politiques publiques qui exigent la haute importance de l'enjeu climatique et écologique. Nous affirmons avec elle la volonté de faire de la lutte contre le réchauffement climatique une lutte contre les inégalités et pour la justice sociale. Aux côtés d'Audrey Pulvar, nous nous engageons à promouvoir l'utilisation des transports en commun par la mise en place de la gratuité des transports et l'amélioration de l'offre sur l'ensemble du territoire francilien, à favoriser les mobilités les plus responsables, comme la marche à pied, le vélo, le covoiturage ou l'autopartage, à massifier la rénovation énergétique du bâtiment public et privé, à construire et à rénover des logements sociaux en dynamisant la filière du bâti durable, à soutenir la transition vers une énergie 100% renouvelable et les projets de production d'énergie locale renouvelable en remplacement des énergies fossiles. Avec Audrey Pulvar, nous nous engageons à promouvoir un modèle d'agroécologie et d'agroforesterie, à augmenter sensiblement d'ici 2026 l'alimentation durable, bio et locale dans la restauration collective, à restaurer les écosystèmes susceptibles de stocker du CO2, à respecter l'objectif de zéro artificialisation nette et porter des aménagements visant la sauvegarde et la réintroduction de la biodiversité, à amplifier le soutien à l'économie circulaire, à développer les recycleries sur l'ensemble du territoire régional, à développer, tout au long de la scolarité, l'éducation à l'environnement des jeunes franciliennes et franciliens. Avec Audrey Pulvar, nous nous engageons à soutenir le produire proche, développer les projets de transition de l'industrie existante vers l'économie verte, à évaluer chaque année l'empreinte carbone de la région et son impact sur les limites planétaires. Avec Audrey Pulvar et les élus d'Île-de-France en commun, la région appliquera le principe de non-régression du droit de l'environnement, qui prévoit une amélioration constante de la protection de l'environnement et empêche les reculs. Créera une assemblée citoyenne du long terme, composée de franciliennes et de franciliens, tirés au sort, qui aura pour mission de garantir la prise en compte des intérêts de long terme de la biodiversité et de nos conditions de vie sur Terre, dans les décisions relevant des compétences de la région. Nous, signataires de ce pacte, nous nous engageons à une action permanente de préservation des communs, eau, air, forêt, et de recherche de justice sociale dans l'ensemble des décisions structurantes. Pour mettre en œuvre ces transformations,
dans le respect des intérêts des générations futures, nous, signataires de ce pacte, nous nous engageons à organiser la participation de l'ensemble des Franciliennes et des Franciliens aux décisions qui les concernent. Nous, ambassadrices et ambassadeurs, comme premiers signataires de l'appel, invitons les élus, les citoyennes et les citoyens à rejoindre ce pacte d'Île-de-France en commun pour une région responsable et co-construite avec les Franciliens. Comme je le disais, c'est déjà près de 300 élus d'Île-de-France qui ont signé cet appel et nous allons en faire les premières signatures physiques ce matin en direct avec donc d'abord Audrey Pulvar. Je vous invite à signer donc cet appel. Ça fait du bruit. C'est ensuite Nati Tran qui nous allons demander de signer. Cet appel donc, qui est parrainé par Jean Josel, qui lui-même n'est pas élu, mais qui a déjà beaucoup trop de casquettes. Donc, vous allez quand même pouvoir le signer, évidemment. Avec plaisir et enthousiasme. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui va également signer l'appel. Et enfin, Emmanuel Cos, qui vient donc de nous en lire le contenu. Merci beaucoup. Audrey Pulvar. Pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Beaucoup a été dit et je ne vais pas ajouter un discours à ce bel appel des élus et des citoyens en faveur d'Île-de-France en commun et d'une Île-de-France en commun au service de l'écologie et de la justice sociale. Simplement, quelques mots avant de refermer ce grand direct en commun. D'abord, je voudrais remercier très chaleureusement l'équipe qui a préparé ce grand direct en commun avec beaucoup d'énergie et peu de moyens, mais on avait beaucoup d'idées. Remercier tout particulièrement pour leur action Jean-Marc Germain, Sylvain Lemoine, Emmanuel Cos qui est là, et Rachid Temal, mon directeur de campagne. Remercier Lily Munson qui est là, Lily pour la présentation, ainsi qu'Alexandre Bernard et Vanessa Gouriarto qui ont assuré la traduction de nos propos en langue des signes. Que celles et ceux que je ne cite pas ne m'en veuillent pas trop, ils savent que je les porte dans mon cœur, mais surtout, je voudrais vous remercier, vous, les élus locaux, les militants, les citoyens et les citoyennes engagés pour Île-de-France en commun depuis presque 3 mois maintenant, et qui nous soutenez, et puis vous, qui ne nous connaissiez peut-être pas encore, mais qui avez pris le temps d'écouter nos intervenants ce matin. Aujourd'hui, beaucoup de citoyennes et citoyens s'abstiennent, votent sans conviction, se sentent peu, mal ou pas représentés du tout. Or, les mêmes sont souvent très investis dans l'action citoyenne, le milieu associatif ou encore la délibération participative. Et quand ils, elles, ne le sont pas, eh bien, c'est à nous qui sommes en responsabilité de trouver le chemin jusqu'à celles et ceux avec des outils adaptés qui se sentent à ce point à l'écart de l'action publique, et il nous faut aller vers eux avec des outils inclusifs adaptés. Les citoyens réclament plus de démocratie, plus d'horizontalité. Or, la région Île-de-France, aujourd'hui, en est singulièrement dépourvue. Avec Île-de-France en commun, nous voulons mettre en œuvre la démocratie participative à tous les échelons pour renouer le lien entre citoyens et action politique. C'est pourquoi nous proposons, comme je vous le disais tout à l'heure, la création de cette Assemblée citoyenne du long terme dont vous découvrirez dans quelques semaines lors du lancement de notre plateforme participative les principes et le fonctionnement. Avec Île-de-France en commun, la région Île-de-France mettra en œuvre le principe de non-régression, comme le disait à l'instant Emma Cos. C'est ce principe qui est protecteur de notre environnement et qui nous oblige à la responsabilité et qui figure dans la loi. Eh bien, ce principe, nous ne pouvons pas le laisser piétiner sans cesse. Avec Île-de-France en commun, la région Île-de-France tiendra compte du respect des limites planétaires qui sont reconnues par l'ONU, qui sont prises en compte par l'Union européenne, mais très souvent sacrifiées. La définition de ces limites planétaires et de leur épuisement porte sur un temps géologique, sur des temps géologiques. Il nous reviendra donc de créer les outils de mesure qui permettent d'estimer l'empreinte écologique de nos décisions à l'échelle d'un ou de plusieurs mandats.
la prise en compte du principe de non-régression et du principe de préservation des limites planétaires, doublée de la création de cette Chambre citoyenne du long terme, feront de la région Île-de-France une collectivité référente dans le monde pour sa défense des intérêts du vivant, l'humain et les autres composantes de la biodiversité, et son action au service de la lutte contre l'aggravation du réchauffement climatique. Le monde d'après, il est déjà là. Il a commencé le 17 mars dernier, pour nous, en France, au moment du premier confinement qui avait été décidé pour freiner cette crise sanitaire. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes dans l'inconnu, nous sommes dans l'instable, nous sommes dans l'incertitude permanente. Nos schémas de vie, l'organisation de nos sociétés, la capacité des entreprises ou des responsables politiques à se projeter sont remis en question. Une constante demeure pourtant, c'est celle de l'injustice permanente faite aux plus démunis. Une injustice amplifiée par les effets du réchauffement climatique. Ce monde d'après, il nous appartient donc de le construire plus juste, plus solidaire, plus responsable. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Rejoignez-nous. Et avant de nous quitter, nous allons faire une photographie avec l'alliance signée par nos intervenantes et nos intervenants. Audrey. Merci beaucoup encore à toutes et tous pour votre participation ce matin et pour celles et ceux qui nous ont regardés ce matin en direct. N'hésitez pas donc à vous inscrire à la newsletter d'Île-de-France en commun pour avoir les dates des prochains grands débats en commun et ne surtout manquer aucune information de la campagne qui est en cours. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci.